Mesdames, Messieurs, une annonce pour commencer, mais vous commencez à en avoir l'habitude. Demain, mercredi 5 mars, donc, de 19h à 20h30, se poursuivra notre cycle de rencontres avec la Comédie Française. Et la rencontre de demain réunira Éric Ruff, administrateur de la Comédie Française, et Florence Nogrette, professeure d'histoire du théâtre à Sorbonne Université. Et cette rencontre portera sur un sujet essentiel, les publics du théâtre. Pourquoi faire du théâtre s'il n'y a personne pour le regarder? Ce sera la question qui sera posée demain. Enfin, il y a du monde à la Comédie Française, donc je ne m'inquiète pas en ce qui concerne la Comédie Française. Mais donc, rendez-vous demain à 19h, ici même. Mardi dernier, j'ai ajouté une nouvelle interprétation de Montcru, chrétienne, cette fois, aux diverses couches multiples d'interprétation du tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie, toutes ces interprétations que nous avions déjà passées en revue par différents types d'interprètes, d'historiens de l'art. Mais j'en ai rajouté une couche, si je puis dire, comme si cela ne suffisait pas. Comme si nous n'avions pas déjà assez d'interprétations en stock pour un même et unique tableau, et votre réaction en dit long quand même sur votre incapacité à comprendre la richesse d'un tableau. Et effectivement, vous pourriez me dire que notre millefeuille d'interprétation est désormais particulièrement épais, et je dirais même, en vous entendant, indigeste. Mais dans un millefeuille, un véritable millefeuille, ce qu'on achète dans les pâtisseries, les feuilles de pâte, elles concourent toutes au même but, au même plaisir en bouche, si je puis dire. Et les feuilles du millefeuille ne luttent pas les unes contre les autres. Vous n'avez pas, dans un millefeuille acheté en pâtisserie, vous n'avez pas d'un côté, à un moment, une feuille salée, puis après, une feuille sucrée, et puis après, une feuille pimentée, tout cela alternant. Non. Enfin, cela dit, si un cuisinier ou un pâtissier postmoderne veut s'inspirer de la recette, pourquoi pas. Non, les bergers d'Arcadie, ce n'est pas de la pâtisserie, c'est de la peinture. Et ce que je veux dire avec cette lapalissade, c'est que les diverses couches de sens que j'ai essayé de mettre en évidence, que nous avons mises en évidence, ne sont pas complémentaires entre elles, comme dans le millefeuille, mais elles paraissent, au bout du compte, contradictoires dans leur principe, vraiment contradictoires. Car en principe, l'interprétation chrétienne dont je vous avais parlé la dernière fois, elle est fondée sur l'attente d'un Messie qui vaincra la mort au moment du jugement dernier. Elle est fondée sur la croyance en un au-delà. Et elle n'est pas compatible, cette interprétation chrétienne, en principe, avec une interprétation de type épicurien, une interprétation fondée sur les plaisirs, une interprétation hédoniste, matérialiste, une interprétation qui maintiendrait, si on est dans une vision épicurienne, qui maintiendrait la possibilité d'une vie heureuse malgré la mort qui clôt inévitablement cette vie. Cette vision chrétienne, d'un côté, épicurienne de l'autre, et on pourrait en trouver d'autres qui sont peut-être en lutte dans le tableau, ces visions du monde ne sont pas compatibles a priori. On sait historiquement, dans l'histoire des idées, que les pères de l'Église ont largement condamné la vision épicurienne du monde, de l'existence. Et pourtant, vous avez toutes ces interprétations à l'intérieur d'un unique et même tableau. Comment est-ce possible? Alors, la particularité du tableau de Poussin, c'est qu'il n'impose pas de choisir entre des lectures antinomiques. Vous n'avez pas à choisir. Ces lectures sont toutes bonnes. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une élection où vous devez faire le bon choix, comme on sait. Non, elles sont toutes bonnes, ces lectures, à la manière, vous savez, de ces illusions d'optique, j'avais annoncé cela dans la page tout à l'heure de titre, dont l'interprétation change en fonction du regard et dont le référent, c'est-à-dire ce à quoi ces illustrations renvoient, et dont le référent change
selon qu'on structure l'image autour de telle ligne plutôt que de telle autre. Alors ici, cet exemple est fameux. Il est paru dans un journal allemand de Munich, Fliegende Blätter, les feuilles volantes, en 1892. Donc ça commence à dater un petit peu, mais je pense qu'il fait toujours son petit effet. Alors c'est une devinette, en vérité, c'est une devinette dans un journal. Welche Tiere gleichen einander am meisten? Quels animaux se ressemblent le plus? Et la réponse, vous l'avez tout en bas, Kaninchen und Ente, le lapin et le canard. Évidemment, ce qui est totalement paradoxal. Mais vous regardez la preuve de cela, effectivement, vous avez ce dessin, et là, ça dépend un peu, je dirais, ça dépend de l'orientation de votre regard. Si vous regardez de la droite vers la gauche, vous voyez un canard, avec clairement son bec. Mais si vous regardez de la gauche vers la droite, la direction de l'œil changeant, en quelque sorte, de l'animal, à ce moment-là, le bec du canard devient des oreilles de lapin, et vous voyez effectivement le lapin qui regarde, lui, à droite. Alors c'est très bien fait, mais vous voyez comment, en fait, cette illusion d'ensemble, qui correspond à une variation dans votre regard, dans votre interprétation, comment, en fait, tout cela est basé sur des détails qui prennent eux-mêmes des significations différentes. J'ai parlé du bec qui devient des oreilles de lapin et inversement, mais alors il y a un petit détail qui est assez intéressant parce qu'il n'est pas tout à fait congruent avec le canard. C'est cette petite concavité que vous avez ici au dos de la tête du canard. Je ne suis pas spécialiste de l'anatomie des canards, mais il me semble que cette concavité n'existe pas, enfin, ce n'est pas ça dans une tête normalement. Mais elle est très utile, cette concavité, juste pour signifier ici la place du nez, je ne sais pas si on dit un nez ou un museau pour un lapin, et la bouche l'emplacement de la bouche du canard, du lapin, excusez-moi. Et donc, moi-même, vous voyez, je me trompe. Mais donc, il y a là un petit détail qui est un peu superflu par rapport au canard, mais qui permet de préparer la lecture en lapin et vice-versa. Donc ça, c'est une illustration bien connue. En voici une autre, aussi extrêmement connue. Que voyez-vous? Une vieille dame. Hein. Alors, il paraît que j'ai lu qu'en fait, la réponse est fonction de l'âge du visuel. Ça aurait été intéressant de faire une enquête, en l'occurrence. Bon, la vieille dame, on la voit très bien. Est-ce que vous voyez d'autres? Il y en a qui voient autre chose, quand même? Une jeune femme. Bon, alors, commençons par la vieille dame, parce que c'est la première réponse. La vieille dame, on la voit assez bien, enfin, me semble-t-il. Moi, ce que je vois d'abord, c'est une jeune femme, mais commençons par la première. Là, vous voyez l'œil ici de la vieille dame, sa bouche, son menton, son nez. Ah, ça y est, vous le voyez. Et je sais que c'est pas évident. Elle est moins évidente, elle est moins facile que cette illusion d'optique est moins facile que la première. Et évidemment, moi, ce que je voyais au départ, la première fois que j'ai vu cette image, c'est la jeune femme. Et là, ce qu'on voit avec la jeune femme, c'est que le nez de la jeune femme devient en fait la mâchoire de la jeune femme. Et vous voyez, elle est de 3/4 de profil, de dos, avec les cils ici de la jeune femme, et l'œil gauche de la vieille dame devient en fait un pendentif d'oreille de la jeune femme élégante. Voilà. Et là, intéressant, les lèvres, la bouche de la vieille dame devient à ce moment-là, est interprétée par le cerveau comme un collier sur le cou de la jeune femme, et son menton devient une gorge. C'est la gorge de la jeune femme. Voilà. C'est assez incroyable quand même. Alors, c'est amusant. Elle est plus difficile, et pour passer d'une lecture à l'autre, ça demande chaque fois
de se fixer sur un détail et de transposer, de transformer le nez de la vieille dame en mâchoire de l'élégante et inversement. Cette illustration est parue, elle est de William Ellie Hill, elle est parue dans le journal américain, je crois, Puck, en 1915. En fait, elle est inspirée d'une carte postale allemande des années 1880. Donc là, l'origine est toujours allemande, en vérité, même si là, le dessin est de William Hill. Et elle est parue en 1915 sous le titre, intéressant, là aussi, là, pour l'animal, c'était lapin et canard. Là, c'était un portrait, ça s'appelait « Ma femme et ma belle-mère ». Vous voyez ici comment les détails donc, deviennent signifiants et changent de sens, etc. Bien. J'ai l'impression que ça vous plaît plus que les bergers d'Arcadie. Mais on va y revenir, malheureusement. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'alternance entre les interprétations chrétiennes, stoïciennes et épicuriennes du tableau de Poussin, dont nous avions parlé la dernière fois, elle relève à certains égards d'une instabilité analogue à celle que vous avez dans ces deux illustrations. Je ne suis pas le premier à m'intéresser à ces instabilités d'optique, à ces illusions d'optique. Ludwig Wittgenstein, dans ses recherches philosophiques, s'était en particulier intéressé à la figure du lapin-canard, et même l'édition courante, actuelle, reproduit cette figure du lapin-canard sur sa couverture. Et Wittgenstein explique ceci. C'est une réflexion sur le langage, sur le sens des mots et sur les actes qui correspondent aux verbes que l'on emploie. Je vous résume l'argument de Wittgenstein, qui est un argument très subtil, il ne dit pas grand-chose au bout du compte, mais je crois que ce qu'il dit est très important pour nous. Au début, explique Wittgenstein, quand on voit cette illustration, un observateur non averti peut n'y voir qu'un lapin, par exemple. On voit d'abord le lapin, et l'observateur dit « c'est un lapin ». C'est un lapin, pas de problème, c'est un lapin. Et ensuite, soit de lui-même, soit parce qu'on a signalé à l'observateur la possibilité d'une autre interprétation de l'image, l'observateur dit « ah non, maintenant, c'est un canard ». Parce qu'il l'a vu différemment. Et ensuite, à nouveau, il pourra changer sa lecture, sa vision, et il pourra dire « ah non, maintenant, pour moi, c'est un lapin », s'il revient à sa première perception. Mais une fois qu'il aura changé de perception, c'est-à-dire une fois qu'il aura vu un canard à la place du lapin ou un lapin à la place du canard, l'observateur ne pourra plus dire c'est un lapin tout court, ou bien c'est un canard tout court, parce qu'il sait qu'en fait les deux lectures sont possibles. Une fois que vous avez vu les deux animaux, vous ne pouvez plus dire c'est un lapin ou c'est un canard. Vous savez que les deux lectures sont possibles, parce que vous l'avez expérimenté vous-même. Vous avez expérimenté vous-même que ce lapin peut aussi être vu comme un canard, et que ce canard peut être vu comme un lapin. Alors, à la limite, pour décrire l'ensemble de ces perceptions, de manière cohérente, l'observateur peut dire, non pas c'est un lapin, c'est un canard, ça c'est pas possible, il peut dire c'est un lapin-canard. Oui, c'est une possibilité, ou bien c'est un canard-lapin, au choix. Autrement dit, ce sur quoi insiste Wittgenstein, c'est qu'il y a une différence d'un côté entre dire, d'un côté, c'est un canard, et d'autre côté, dire maintenant c'est un canard. Si vous dites c'est un canard, vous affirmez une identité, une continuité dans le temps, dans la perception. Mais si vous dites maintenant c'est un canard, vous dites autre chose. Vous supposez vous laissez entendre qu'il y a la possibilité de voir autre chose dans cette image. Quand je dis maintenant c'est un canard, je dis en fait non pas je vois un canard, mais je dis je vois cela comme un canard, comme un canard. Et cette différence est fondamentale entre je vois un canard d'un côté et
« je vois cela comme un canard ». Reprenons maintenant le texte de Wittgenstein. Je le cite donc. « Dire « maintenant je vois cela comme » aurait eu aussi peu de sens pour moi que dire à la vue d'un couteau et d'une fourchette « maintenant je vois cela comme un couteau et comme une fourchette ». Vous êtes à table, vous voyez un couteau et une fourchette, vous n'allez pas dire « je vois cela comme un couteau et comme une fourchette ». Wittgenstein continue, on ne comprendrait pas cette déclaration, elle n'a pas de sens. Tout aussi peu que de dire « maintenant c'est pour moi une fourchette » ou « cela peut aussi être une fourchette ». Parce que la fourchette que vous avez à table devant vous, on voit bien que c'est une fourchette, ça ne peut pas être autre chose. Ça peut pas être, la fourchette ne se transforme pas en couteau, et inversement, le couteau ne se transforme pas en fourchette. Wittgenstein conclut, en tout cas dans l'extrait que je vous donne, « ce qu'à table on sait être un couvert, on ne le tient pas non plus pour un couvert. » Donc toujours la même différence. Ce n'est pas la même chose de dire « je vois un canard » ou « je vois cela comme un canard ». Ce n'est pas la même chose de dire « ceci est une fourchette » ou dire « je tiens ceci pour une fourchette ». Ce sont en fait deux actes mentaux différents. C'est sur quoi veut insister cette différence-là, sur laquelle veut insister Wittgenstein. Eh bien, cette différence, c'est une leçon de vocabulaire en fait que nous donne ici Wittgenstein. Cette différence que désigne Wittgenstein à travers l'exemple du canard-lapin entre, d'une part, voir quelque chose et voir comme quelque chose, hein, je vois un lapin ou je vois ceci comme un lapin, cette différence-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est la différence entre une chose, d'un côté, et un aspect de l'autre. La chose, elle est continue, elle dure dans le temps, elle ne se transforme pas, mais l'aspect, lui, la façon dont on voit la chose, l'aspect est discontinu. Cet aspect, il peut apparaître ou ne pas apparaître. Hein. On voit effectivement, quand vous voyez la vieille dame, la jeune femme, vous ne pouvez pas. Tantôt vous la voyez comme une jeune femme, tantôt vous la voyez comme une vieille dame, et parfois la transition est un peu difficile, il faut vous forcer. Donc cet aspect, il est discontinu. Et parfois, l'autre aspect n'apparaît pas, il faut simplement modifier son regard. Cette différence entre la chose qui est continue et l'aspect qui est discontinu, c'est la différence entre une vision, d'un côté, et une interprétation de l'autre. Ce que je vois est continu. C'est bien la même chose que je vois, c'est-à-dire c'est bien la même image de canard-lapin. L'image de canard-lapin n'a pas changé, elle est toujours la même. Elle est toujours la même, mais je l'interprète différemment. Et donc ce sont deux actions différentes que vous avez là. D'un côté voir, de l'autre interpréter. D'un côté déchiffrer, c'est-à-dire voilà, se mettre dans les yeux, dans le cerveau, la chose que vous avez devant les yeux, ou le texte, et de l'autre côté, l'interpréter, c'est-à-dire lui donner un sens. On ne voit jamais qu'une seule chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette figure du canard-lapin, ou cette figure de la jeune femme, vieille dame, fille belle-mère, femme belle-mère, si je puis dire. Mais on ne voit jamais qu'une seule chose, mais cette chose-là, on peut la voir comme plusieurs choses successivement. Et ce « comme » est important. Un texte, donc, une œuvre, reste le même en tant qu'objet, il est continu, mais nous pouvons lui attribuer des sens différents selon l'angle d'où nous le regardons. Eh bien, l'erreur, ou je dirais même plutôt la faute, car c'est une faute contre les règles de l'interprétation, la faute serait de décider d'un sens exclusif alors que nous savons par ailleurs qu'une interprétation multiple est possible. Nous savons qu'une autre interprétation est possible. La faute ou le crime serait de restreindre une liberté de l'interprétation et de ne pas accepter cet indécidable, cette polysémie qui existe à l'intérieur même de l'objet que nous regardons, qu'il s'agisse d'une image ou qu'il s'agisse d'un texte. Alors, repassons à présent, à votre grand dent,
dame, du canard lapin ou du lapin canard au berger d'Arcadie. Désolé, hein, il fallait y revenir. Car en fait, nous ne sommes pas si loin, malgré les apparences, du tableau de Poussin. Nous pouvons essayer de transposer ce que nous venons de dire à propos de l'image du canard lapin. La chose, l'image, ici, nous la voyons tous la même. Nous voyons tous un tombeau dans un beau paysage naturel, entouré de 4 personnages habillés à l'antique, 3 hommes et une femme. Tout cela est de l'ordre du continu. Cela subsiste, cela ne change pas dans notre vision. En revanche, ce qui est discontinu, ce sont les aspects de cette image, c'est-à-dire les sens que nous lui donnons. Est-ce que nous voyons dans ce tableau l'affirmation d'une présence inexpugnable de la mort, hein, l'irruption de la mort dans le bonheur de ce paysage naturel, dans cette Arcadie bienheureuse, idyllique, avec ce tombeau-là posé, calme bloc ici-bas, je suis d'un désastre obscur, posé au milieu de ce paysage idyllique, mais on a vu que ce paysage n'était pas si idyllique que ça, en fait, ou bien au contraire, est-ce que nous voyons l'affirmation de la permanence du bonheur malgré la mort? C'est une autre possibilité. Au bout du compte, ces personnages n'ont pas l'air si inquiets. Ils restent dans une sorte de sérénité face à la présence même de la mort. Alors, cela, c'est vulgairement, ce que je viens de vous exposer, c'est vulgairement ce qu'on nomme le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est une manière un peu plus grossière de dire les choses par rapport au canard lapin. Donc, est-ce qu'on a affaire ici au message « Moi, la mort, j'existe même en Arcadie » et in Arcadia ego, qui est l'inscription qu'il y a sur le tableau, ou bien le message serait-il c'est encore l'Arcadie, là où moi, la mort, je suis. Ce qui peut être aussi une interprétation un peu plus tirée par les cheveux peut-être, mais existante, possible, de la phrase latine. C'est encore l'Arcadie, là où moi, la mort, je suis. Et l'erreur à ne pas commettre, ce serait de dire c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Ce serait de dire c'est un lapin ou bien c'est un canard, alors que nous avons en fait affaire à un lapin-canard. L'erreur serait de confondre notre interprétation avec une vision. L'erreur, la faute, ce serait de dire c'est ceci et non pas cela. C'est de dire c'est la première interprétation plutôt que la seconde ou vice-versa. Alors que l'objet lui-même, nous l'avons vu, parce que ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les différents lecteurs, historiens de l'art du tableau, eh bien, l'objet lui-même, ce tableau, cette peinture, se prête à être regardé d'une manière ou d'une autre. Il se prête à fournir différents sens, à fournir différentes interprétations. Ce qui nous est demandé, à nous, spectateurs, lecteurs, c'est de n'être ni péremptoire, ni autoritaire. Et il nous est demandé de garder une certaine mesure, de garder de la réserve, de la modestie. Il nous est demandé de ne pas fixer dictatorialement un sens, un aspect du tableau, de l'œuvre, aux dépens d'un autre. Il nous est demandé de ne pas confondre un fait, le fait, c'est-à-dire le fait c'est ça, c'est ce tableau, cette image, avec le sens de ce fait. Le fait, ce peut être un tableau, une image, un texte. Ici, j'ai pris l'exemple d'un tableau, mais on pourrait dire la même chose sur les textes. Le tableau, le fait, représente explicitement quelque chose, sans aucun doute possible. Ici, le fait, c'est un tombeau dans un beau paysage. Ou bien, pour prendre un autre exemple, chez Shakespeare, vous avez Hamlet tenant entre ses mains le crâne du bouffon Yorick. Mais le sens que nous donnons à cette image, à cette scène, à ces mots, peut, quant à lui, apparaître différemment.
suivant les symboles que nous savons repérer, suivant le jeu de l'acteur quand il s'agit de théâtre, suivant la mise en scène, suivant notre humeur, suivant notre état d'esprit, nos convictions religieuses ou philosophiques. Le fait nous apparaît à ce moment-là différemment. Et là, je vous montre quatre images de cette scène fameuse de l'Hamlet de Shakespeare, par Eugène Delacroix, ici, Laurence Olivier, Kenneth Branagh et David Tennant, la dernière en date. Eh bien, chaque fois, vous avez quasiment un sens différent. Avec Delacroix, on est plutôt dans une peinture très, très extérieure de la scène. C'est Hamlet confronté au regard des autres, dans une dimension beaucoup plus sociale. Mais avec les trois images que nous avons ici, nous avons au contraire plutôt l'entrée dans l'intériorité. Et ici, ce sont trois intériorités différentes qui nous sont montrées à travers ces images instantanées. Il faudrait bien sûr voir la scène dans son entier, mais on voit bien qu'avec Laurence Olivier, on est plutôt dans l'attitude du chagrin, de l'élégie face à ce bouffon Yorick dont le jeune Hamlet était proche dans son enfance. Et puis avec Kenneth Branagh, on est plutôt dans cette image avec l'entrée dans la méditation, dans l'introspection, alors qu'avec David Tennant, l'image nous présente plutôt un geste de défi face à la mort. Donc c'est chaque fois la même scène, c'est le même fait, mais il prend des sens différents. C'est de l'interprétation. Alors ici s'y ajoute le jeu d'interprétation de l'acteur, du photographe, du peintre, etc. Ça complique évidemment la chose, mais ça me simplifie aussi le travail en tant que professeur. Bref, interpréter, ce n'est pas voir. Interpréter, c'est voir comme. Voir comme, c'est-à-dire faire la différence entre le fait et le sens. Ce qui revient à accepter la multiplicité des aspects possibles dans un texte littéraire, dans une œuvre d'art, même quand ces aspects sont contradictoires. Parce que le canard et le lapin, c'est aussi contradictoire que l'épicurisme et le christianisme dans le tableau de Poussin. Alors, cette instabilité, cette indécidabilité, cette polysémie, c'est plus simple à dire, du message du tableau de Poussin, elle est en vérité constitutive. Elle est constitutive du projet artistique du peintre. C'est un tableau qui s'adapte à ses spectateurs. Il nous reste maintenant à confronter cette polysémie avec ce qu'on sait du peintre, ce qu'on sait de son histoire. Parce qu'en vérité, il faut se poser aussi la question de la plausibilité de cette polysémie. Est-ce qu'elle est plausible, vraisemblable, étant donné le contexte historique, idéologique, l'histoire des idées du XVIIe siècle? Eh bien oui, parce que cette possibilité d'une confrontation à l'intérieur d'une même œuvre entre l'épicurisme et le christianisme, tout cela correspond à tout un courant humaniste des XVIe et XVIIe siècles qui tente justement de réconcilier christianisme, stoïcisme, épicurisme, et qui veut faire du christianisme une philosophie qui subsume, qui résume en elle toutes les traditions religieuses précédentes, païennes en particulier. Et ça, c'est un projet qu'on peut voir dans l'œuvre de Poussin à travers divers tableaux. C'est une spiritualité accueillante et sereine qui se développe dans quelques cercles choisis, dont Poussin n'est pas lui-même l'inventeur. Il est, de ce point de vue-là, l'héritier de quelque chose qui se poursuit depuis au moins un siècle lorsqu'il fait ce tableau. Ainsi, à la Renaissance, Érasme, le grand humaniste chrétien, chercha à définir un épicurisme chrétien. Dans son dialogue ou colloque, l'épicurien, qui date de 1533, à savoir des dernières années de la vie d'Érasme, qui est mort en 1536. Et dans ce très beau dialogue, Érasme oppose deux personnages, deux interlocuteurs. D'un côté, Hédon, donc l'homme des plaisirs, vous entendez le mot hédoniste, donc ça signifie le plaisir en grec, et puis Spudé, ce qui signifie en grec spudaios, l'homme grave, sérieux, l'ascète, voilà, celui qui ne veut pas rire, alors que Hédon, lui, est plutôt dans les plaisirs. Et voici un extrait, bon, j'ai
j'ai fait une grosse coupe dans le dialogue, mais ça donne un peu l'un des fondements, l'un des points forts de l'argument. Spudée, donc l'homme grave, dit à Hédon, mais en suivant ton raisonnement, n'importe quel franciscain mènerait une existence plus voluptueuse qu'un homme comblé de richesses et d'honneur. Bref, un homme comblé de toutes les délices, parce qu'en effet, Hédon avait dit auparavant, oui, les plaisirs ne valent que lorsqu'on sait les mesurer. Et justement, savoir mesurer ces plaisirs, c'est la meilleure manière d'en profiter. Et Hédon répond, alors il ne répond pas directement, en fait, j'ai vraiment sabré dans le texte, mais bon, ça me permet de donner les deux points de vue en opposition. Hédon répond, si être épicurien, on est vraiment à la fin du dialogue là, si être épicurien consiste à vivre dans les plaisirs, personne ne mérite mieux ce nom que les hommes d'une vie sainte et pieuse. Considérons le sens des mots, poursuit Hédon. Personne n'est plus digne du nom d'Épicure, qui en grec signifie protecteur, effectivement, hein, Épicure, Epikuros, ça signifie protecteur en grec. Personne n'est plus digne du nom d'Épicure que le maître adorable de la philosophie chrétienne. Adorable, c'est-à-dire que nous devons adorer au sens fort, vénérer. Et le maître adorable de la philosophie chrétienne, c'est évidemment Jésus-Christ. Alors que la loi naturelle était presque effacée par les vices, et que la loi de Moïse excitait les passions plus qu'elle ne les apaisait. Alors ici, Érasme reprend, en condensant tout l'argument de saint Paul hein, dans l'Épître aux Romains, à savoir que la loi suscite toujours le désir de transgresser la loi, suscite le désir de transgression. Tous les parents d'adolescents le savent. Il suffit que vous mettiez un interdit pour que l'adolescent veuille, ou non adolescent, quelque interdit suscite le désir de transgression. Eh bien, c'est cela qui se passe avec aussi la loi hébraïque, la loi de Moïse. Et c'est ce que disait saint Paul, ici repris par Hédon, c'est-à-dire par Érasme. Alors que la loi de Moïse excitait les passions plus qu'elle ne les apaisait, alors que la tyrannie de Satan ne rencontrait pas d'obstacle en ce monde à cause de la loi, à cause de la transgression, le Christ seul, avec son message de liberté, je paraphrase, disons, je commente, le Christ seul apporta un secours efficace au genre humain qui périssait. Il se trompe donc du tout au tout ceux qui piaillent que le Christ était morose et mélancolique et qu'il nous a conviés à une vie sans attrait. C'est lui, tout au contraire, qui nous a révélé la vie parfaitement heureuse et débordante de plaisirs authentiques, à condition que s'en aille le rocher de Tantale. Et là, je vous passe le développement sur le rocher de Tantale, mais je vous explique un peu ce qu'est ce rocher de Tantale. Ce rocher était suspendu au-dessus de la tête de Tantale, alors même qu'il était en plein festin, en train de festoyer, de ripailler, de boire, de manger, mais il y avait ce rocher-là qui était suspendu énorme au-dessus de sa tête, et ma foi, ça l'empêchait de jouir des plaisirs du festin qui était à la table duquel il était. Et ce rocher, toujours menaçant de tomber, l'empêchait de goûter le bonheur de l'existence. Eh bien, nous dit Hédon dans la suite du texte, que je vous résume, le rocher de Tantale symbolise la mort, symbolise l'enfer qui menace tout être humain et qui peut arriver à tout moment. Et donc ça pourrait gâcher l'existence, effectivement, cette menace de la mort, comme le rocher de Tantale gâche le festin de Tantale. Mais comme le Christ, d'après Hédon, d'après Érasme, comme le Christ a vaincu la mort dans la foi chrétienne, eh bien, comme la miséricorde divine est infinie, que tout être humain, tout chrétien peut être, voilà, espère vivre la vie éternelle, ressusciter, etc., ben, à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison pour le chrétien d'avoir les mêmes craintes que Tantale. Et donc, le chrétien est délivré de la menace de la mort et il peut jouir de manière modérée, bien sûr. Hein, ce n'est pas ici une apologie des plaisirs démesurés, au contraire, c'est une apologie de la mesure, hein, de la modération dans les plaisirs, mais le chrétien peut jouir raisonnablement des plaisirs de la vie et donc en étant délivré de la menace de la mort. Donc c'est le bonheur parfait. Donc c'est l'épicurisme parfait. C'est la conclusion du colloque, l'épicurien d'Érasme. Et donc Érasme voilà, a cette vision de l'épicurisme chrétien, et tout cela se poursuit à travers les décennies, au XVIe
siècle, avec Montaigne par exemple, qui se situe à bien des égards dans cette lignée initiée par Érasme. Et vous comprenez que pour réussir cette synthèse, il faut beaucoup d'intelligence, il faut peu de dogmatisme, et Érasme et Montaigne sont des personnalités exceptionnelles. Ce ne sont ni des doctrinaires, ni des dogmatiques, et puis ils ont beaucoup d'intelligence. Ils en ont même à revendre. Eh bien, Nicolas Poussin, il se situe aussi à ce niveau-là, me semble-t-il. Rien de moins. Son tableau réussit l'exploit de rassembler en une même image des conceptions qui, longtemps, historiquement, dans l'histoire des idées, furent contradictoires, mais qui, dans le siècle précédent Poussin, purent former, ces conceptions contradictoires, purent former une manière de synthèse. Mais cette synthèse, disons de l'épicurisme chrétien, pour parler comme Érasme, cette synthèse, elle n'était pas acceptée par tous, bien sûr. À Rome, là où vivait et peignait Poussin, puisque Poussin s'était installé à Rome, c'était le plus italien, le plus romain des peintres français, à Rome, il y avait bien sûr des prélats acquis à ce type d'humanisme chrétien, avec sans doute le commanditaire du tableau, Giulio Rospigliosi, le futur pape. Donc il y avait des prélats acquis à cette conception d'un humanisme chrétien, et puis il y en avait d'autres qui l'étaient beaucoup moins réceptifs à ça, ou même qui étaient opposés à cette idée d'un épicurisme chrétien. Quand vous vivez à Rome, dans un régime avec une idéologie qui est imposée de manière autoritaire, une censure, il faut parler à tous, il faut peindre pour tous. C'est-à-dire, plutôt, il ne faut pas parler à tous, il ne faut pas donner à tous le même message, mais il faut s'adresser à chacun en particulier. Et voilà ce que fait Poussin avec ce tableau. Il s'adresse à chacun en particulier en lui donnant à ce chacun un message différent selon ses propres conceptions, selon ses propres croyances. À savoir qu'il faut, pour celui qui veut tenir un discours comme celui de Poussin, un discours de type syncrétique, il faut savoir tenir à chacun le discours qu'il est capable d'entendre, le discours que chacun souhaite entendre. Donc, il faut rester avec le même fait, c'est-à-dire avec le même tableau, avec le même objet. Il faut rester dans l'orthodoxie chrétienne avec les plus conservateurs. Il faut se montrer humaniste chrétien et syncrétique avec les plus éclairés dans l'Église, voire se faire stoïcien avec les stoïciens ou se faire épicurien avec les purs épicuriens, parce qu'il pouvait aussi y avoir peut-être de purs épicuriens non chrétiens à l'intérieur, dans les milieux, dans les gens, les spectateurs qui voient le tableau de Poussin. Et donc, il fallut s'adresser à chacun en particulier. Alors, une telle labilité, mobilité idéologique et religieuse ne peut venir que d'un esprit particulièrement éveillé, un esprit doté d'un grand sens critique. Que savons-nous en fait de Nicolas Poussin? Que savons-nous de sa pensée, de ses convictions? Il n'en a pas fait un grand étalage, et cela en soi est déjà assez intéressant, qu'il n'ait pas fait un grand étalage de ses convictions, de sa foi. En particulier, dans les textes que nous avons, ces textes intimes, ces lettres, la correspondance, c'est essentiellement ça que nous avons, ou les témoignages que l'on a historiques sur lui, nous n'avons gardé historiquement de Nicolas Poussin aucun signe, et c'est intéressant, d'une dévotion particulière, d'un sentiment de dévot, d'une piété particulière. Contrairement à l'usage, lorsqu'il décède, son testament ne prévoit aucun legs à un couvent ou à une institution charitable. Il ne prévoit aucune fondation de messe pour le repos de son âme, ce qui était pourtant l'habitude à l'époque. Vous mourrez, et que si vous avez suffisamment d'argent, vous mettez une partie de cet argent dans des messes qui seront dites pour le repos de votre âme, ou dans une institution charitable. Poussin ne fait rien de tel. En cela, c'est déjà significatif. Poussin, du reste, n'a peint qu'une seule crucifixion dans toute sa carrière. Il peint même assez rarement des figures de saints, très rarement. Alors même qu'il vit à Rome, où quand même les commandes de peinture de saints sont quand même évidemment très, très faciles. Et puis il fréquente des esprits, de nombreux esprits, de toutes sortes, mais d'autres, certains qui sont à la limite de l'orthodoxie, ou au-delà de la limite. Par exemple,
Gabriel Naudet, hein, qui était le bibliothécaire de Mazarin et qui est un libertin au sens philosophique notoire, ou bien Pierre Gassendi, qui était professeur du Collège royal, donc ancêtre du Collège de France, titulaire de la chaire de mathématiques, ici astronome, mais aussi tenant de l'atomisme épicurien. Gassendi, Naudet sont des figures notoires de ce que René Pintard, dans une thèse célèbre, appelait le libertinage érudit, hein, donc dans la première moitié du XVIIe siècle, ou bien des représentants de la philosophie épicurienne, étudiée par Jean-Charles Darmon dans un travail plus récent et aussi très important. Et donc ça, c'est aussi les fréquentations de Poussin. Et ça peut expliquer aussi, ça peut rendre assez plausible l'interprétation épicurienne du tableau Et in Arcadia ego. En fait, il faut se demander pourquoi on peut se poser la question de la religion et de la foi de Poussin, alors que quand on regarde ses confrères, les grands peintres français de l'époque, la question ne se pose pas. Je veux dire, regardez les grands peintres tout à fait contemporains de Poussin en France, comme Simon Vouet, Philippe de Champagne ou bien Jacques Stella. Ben, la question de la foi de Philippe de Champagne, ou Champagne, comme on veut, ne fait pas de doute. On a affaire à un janséniste, du reste, avec Philippe de Champagne. Mais même sans aller jusque-là, on a chez Poussin une sorte de réserve sur l'affirmation d'une foi, d'une religion, alors même qu'il peint. Il lui arrive, bien sûr, de peindre des sujets religieux. Et je crois que lorsqu'on veut réfléchir au sens d'une œuvre, d'un texte, d'un écrivain ou d'un peintre, si l'on veut comprendre le sens profond de cette œuvre, on ne peut le comprendre que pas seulement en lui-même, mais aussi par comparaison avec d'autres artistes, en comparant le texte d'un écrivain avec d'autres écrivains à la même époque qui ont des positions en principe comparables, et si l'on voit des différences, à ce moment-là, cela doit interroger. Et on peut faire la même chose avec Poussin, avec les tableaux de Poussin. On ne peut comprendre les convictions de Poussin qu'en le comparant à d'autres peintres exactement contemporains et qui partagent donc la même culture, la même civilisation. Si l'on se pose des questions sur sa peinture, sur ses opinions, c'est précisément parce que par rapport à d'autres peintres, elles ne sont pas claires. Et cela en soi est significatif. Et donc la polysémie, l'indécidabilité du message des bergers d'Arcadie, ce n'est pas un accident. C'est une donnée constitutive de ce tableau. Il s'agit de dissimuler un message éventuellement subversif, non pas en faisant l'enjeu d'un rébut ou d'une charade, comme dans Da Vinci Code, ça ce sont des amusements puérils, ce n'est pas ça qui est important. Mais il s'agit et c'est comme ça qu'on fait dans ce type d'œuvre, on ne fait pas un rébut, une charade, on noie, si vous avez un sens particulier à donner, qui est un sens un peu hétérodoxe, eh bien, il faut noyer ce sens dans une multitude d'interprétations possibles. Et c'est exactement ce que fait Poussin, comme ce que fait Cervantes dans Don Quichotte. Mais là, je laisse ici Don Quichotte de côté. La meilleure façon, donc, de cacher un message, c'est encore de faire beaucoup de bruit autour, de le recouvrir de bruit au sens informationnel du terme. Et la devise de Poussin pourrait bien être celle de son exact contemporain, René Descartes, dont vous aviez ici à gauche le portrait, exactement contemporain, hein, l'un et l'autre. Hein. Les portraits, du reste, datent de la même époque, à peu près, autour de 1650. Là, vous avez un autoportrait de Poussin, célèbre, hein, bien sûr, et Descartes, d'après Franz Hals, mais l'original de Franz Hals a disparu. Et vous savez que la devise, en principe, de Descartes, si le texte existe vraiment, la devise, c'est de sa jeunesse, en 1619, il l'avait écrit dans un texte qui a été depuis perdu. Enfin, on a l'édition de ce texte, il a été retrouvé au XIXe siècle, transcrit par Leibniz, et puis l'éditeur, on a pu retrouver l'original du texte, donc il y a un petit doute sur la vérité de cette devise. Mais bon, admettons-la, elle est quand même connue, Larvatus prodeo. Hein. Je m'avance masqué sur le théâtre du monde. À bien des égards, on pourrait dire que peut-être que Poussin pourrait s'avancer masqué. Et la peinture est un beau masque.
Parce que la peinture, c'est à la fois ce qui révèle et aussi ce qui cache. C'est ça qui me paraît intéressant. Et une seule chose est certaine dans cette histoire, et à quoi il nous faut revenir pour finir. C'est qu'avec les bergers d'Arcadie, nous avons affaire à une scène de lecture et une scène d'interprétation. Nous, spectateurs, lorsque nous voyons ce tableau de Poussin, observateurs, spectateurs, nous sommes plongés dans la même action exactement que les personnages du tableau. Il y a donc une authentique mise en abîme, analogue à celle que pratique Velázquez un peu plus tard, en 1656, dans le célèbre tableau du Prado, les Ménines, les suivantes. Vous savez, ce tableau qui représente l'infante d'Espagne, accompagné de ses suivantes. Vous voyez le peintre ici, qui se représente là, comme s'il regardait dans un miroir. Et puis, au fond, vous avez un miroir dans lequel se trouvent des gens qui sont à la place de nous, spectateurs, et qui sont en fait le roi et la reine d'Espagne qui se reflètent dans le miroir au fond. Ce tableau célèbre, ultra célèbre de Velázquez, a été commenté magistralement par Michel Foucault en ouverture des mots et les choses. Et voici un extrait de son commentaire. La place où trône le roi avec son épouse, c'est-à-dire ici au fond, est aussi bien celle de l'artiste et celle du spectateur. Puisque, en fait, s'il y a un miroir au fond, l'artiste, lui, on devrait le voir dans le miroir, ainsi que nous, spectateurs, qui sommes devant le tableau. Mais nous ne voyons pas l'artiste dans le miroir, ni le spectateur, mais nous voyons deux autres personnages qui sont le roi et la reine. Et donc, au fond du miroir devrait apparaître, le visage anonyme du passant, c'est-à-dire le spectateur observateur, et celui de Velázquez. Mais ce n'est pas cela que nous voyons. Nous voyons le roi et la reine. Car la fonction de ce reflet est d'attirer à l'intérieur du tableau ce qui lui est intimement étranger, à savoir le regard qu'il a organisé, c'est-à-dire le peintre, l'artiste, et le regard pour lequel il se déploie, c'est-à-dire le spectateur. Le tableau se déploie pour le spectateur. Mais parce qu'ils sont présents dans le tableau à droite et à gauche, parce que l'artiste et le visiteur, c'est-à-dire l'artiste ici, Velázquez, qui s'est représenté, ainsi que le visiteur, c'est-à-dire nous, une sorte d'image du spectateur que nous sommes, qui apparaît ici dans l'embrasure d'une porte, au fond de la pièce. Parce qu'ils sont présents dans le tableau à droite et à gauche, l'artiste et le visiteur ne peuvent être logés dans le miroir, tout comme le roi apparaît au fond de la glace dans la mesure même où il n'appartient pas au tableau. Donc soit vous êtes représenté dans le tableau, soit vous apparaissez dans le miroir. Mais comme l'artiste et le visiteur apparaissent dans le tableau, ils ne peuvent pas être dans le miroir. Bien, voilà le commentaire de Foucault sur ce tableau et prend plusieurs pages. Mais alors que les Ménines de Velázquez mettent en abîme le peintre et le commanditaire tout en faisant disparaître le spectateur, puisque le spectateur n'apparaît pas au bout du compte ici, Poussin crée, avec les bergers d'Arcadie, autre chose. Il crée un reflet du spectateur-interprète sans céder de l'artifice du miroir. Poussin crée des personnages de lecteurs à l'intérieur de son tableau, et chacun dans une position différente. Et sans doute aussi, à chacune de ces positions correspond une attitude mentale différente. Nous voici donc nous-mêmes, en tant que lecteurs-spectateurs, représentés dans l'image, mais non pas avec l'aide d'un miroir, simplement parce que nous pouvons nous projeter dans chacun de ces personnages. Mais encore faut-il savoir à quelle place nous-mêmes nous nous situons. Mon interprétation personnelle, une de plus, et qui ne contredit pas les autres, vous l'avez bien compris maintenant, nous sommes dans la polysémie. Mon interprétation personnelle serait la suivante. Nous avons affaire ici aussi à une allégorie de la lecture. Une allégorie de la lecture avec la représentation de trois étapes complémentaires du processus de lecture. Trois actions différentes et successives. La première étape, c'est celle du déchiffrage. Il s'agit de déchiffrer ici, c'est le personnage agenouillé. Il s'agit de s'agenouiller, de se mettre au ras du texte, de regarder le texte au plus près
pour le déchiffrer, pour le lire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, représentée ici par le personnage de droite, c'est l'action de la compréhension. Il s'agit de comprendre avec l'aide de la muse, c'est-à-dire de la mémoire, puisque les muses sont filles de mémoire. Donc en s'aidant de son savoir et en ayant toujours à l'esprit ce que l'auteur a voulu dire. Il s'agit toujours de garder dans la ligne de mire l'intention de ce qu'a voulu dire l'auteur. Et c'est le sens de cet index, de ce doigt qui porte sur le tombeau. Il s'agit de dire que veut nous dire ici celui qui est à l'intérieur de ce tombeau. Donc c'est la deuxième étape, la compréhension. Et la troisième étape, vous la voyez ici à gauche avec le personnage de gauche, qui est une étape beaucoup plus libre. C'est l'étape non plus du déchiffrage ou de la compréhension, mais l'étape de la méditation. Il s'agit de méditer en interprétant, en prenant un peu de recul, tout en s'appuyant bien sûr sur le texte, puisque le berger de gauche, ici, a le bras appuyé sur le tombeau. Eh bien, ces trois attitudes, ces trois moments de la lecture correspondent à trois moments successifs, que je qualifierais, en reprenant ici une étude, un travail important de Vincent Jouve, la lecture, que je qualifierais ainsi. Vous avez, d'une part, je l'ai dit, l'étape donc du déchiffrement, qui est nécessaire à toute lecture, pour un texte, pour un tableau. Et puis le deuxième moment, c'est le moment où vous allez essayer de trouver la signification même du texte que vous êtes en train de lire. C'est le moment que Vincent Jouve dit centripète, c'est-à-dire que vous allez vous regarder vers le centre même, vers le texte, vers l'origine du texte, c'est-à-dire quelle est l'origine de ce texte et qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce que le texte veut nous dire à nous, quelle est son intention en quelque sorte. Et puis vous avez un troisième moment, mais qui s'impose aussi à un moment ou à un autre, qui est le moment centrifuge, c'est le moment où vous allez revenir en vous-même et laisser le texte agir en vous. Et c'est le moment non plus de la signification, mais le moment du sens. Le moment du sens. À ce moment-là, vous revenez en vous-même, vous vous éloignez un peu du texte et vous laissez le texte travailler en vous et construire son sens. Eh bien, la signification, c'est ce que le texte et son auteur veulent nous dire dans leur contexte. C'est l'acte de compréhension. Et la compréhension, donc, par l'aide de la mémoire, eh bien, permet de passer par-dessus la mort, par-dessus les failles du temps, par-dessus l'obstacle de la mort. Malgré la mort, malgré le fait que Poussin soit mort depuis très très longtemps, par l'étude, par le travail historique, on peut essayer de reconstituer le sens qu'a voulu donner Poussin à ce tableau. C'est le moment centripète avec l'aide de la mémoire, de l'histoire, du contexte, etc. Mais le sens, lui, et donc on peut reconstruire les significations du tableau. Mais le sens, lui, ce sera autre chose. C'est ce que le texte nous dit à nous, dans notre contexte à nous, le contexte du XXIe siècle. C'est un acte d'interprétation. Et les deux bergers qui s'adonnent à l'acte intellectuel de la signification d'un côté et du sens de l'autre sont, comme par hasard, couronnés du laurier, c'est-à-dire de l'arbre d'Apollon. Apollon qui est le dieu des arts, mais aussi le dieu des signes et le dieu de l'interprétation. C'est aussi le dieu de Delphes. Et je vous rappelle ce qu'écrivait Héraclite d'Apollon dans l'un de ses fragments les plus célèbres. Ho anax uto manteion esti toen delphois, ute legei, ute cryptei, alla semainei. Le Seigneur dont l'oracle est celui de Delphes ne dit les choses, ni ne les cache, mais il les montre, c'est-à-dire qu'il donne un signe, c'est-à-dire il signifie, semainei, qui a donné le mot sémantique. Eh bien, ça c'est ce que fait Apollon à Delphes par le biais de la Pythie. Mais ici, de même, dans le tableau, rien n'est dit ouvertement, rien n'est caché. Ce n'est pas Da Vinci Code, ce n'est pas un rébus. Mais le tableau lui-même se donne lui-même comme un signe à interpréter. Ce qu'il faut d'abord,
c'est s'agenouiller devant le texte, comme le fait ici le premier berger. Il faut se mettre à sa hauteur, il ne faut pas le regarder de haut. Et ensuite, même si l'on prend de la distance vis-à-vis du texte, même si l'on médite sur le texte, il faut toujours continuer à s'appuyer sur lui, comme le fait le berger de gauche. Une dernière remarque sur la postérité de ce tableau, qui porte, je vous l'ai dit, sur l'interprétation et la lecture. Le troisième personnage, à partir de la gauche, celui qui, selon Yves Bonnefoy, qui a aussi écrit sur ce tableau, celui qui est appuyé sur le rocher et que Bonnefoy désigne comme le poète. Il y voit le poète. Celui qui essaie de comprendre. Il a une postérité. Il a une postérité dans l'histoire de la peinture, une postérité célèbre. C'est l'Édipe au Sphinx d'Ingres, celui qui essaie de résoudre l'énigme du Sphinx. Et puis, plus près de nous, mais vraiment très près de nous, est-ce que vous voyez notre postérité? Vous êtes passé devant. C'est le Champollion de Bartholdi que vous avez dans la cour d'honneur du Collège de France. On le voit surtout de face, ce Champollion, mais de profil, vous avez là aussi une attitude tout à fait comparable, le pied posé sur la pierre, ici, sur ce relief égyptien, et en train de méditer, de réfléchir, d'essayer de comprendre, de déchiffrer les hiéroglyphes. Eh bien, ici, le Champollion de Bartholdi, lui aussi, déchiffre un texte. Et la lignée est directe, en fait, depuis les bergers d'Arcadie jusqu'au Champollion de Bartholdi, en passant par l'Édipe d'Ingres. Les interprètes lecteurs sont tous les héritiers du berger arcadien de Poussin. Et ici, dans ce geste que j'essaie de retrouver, vous voyez, ce pied posé sur un rocher, la main, le coude posé sur cette jambe, je refais un peu le travail que faisait Aby Warburg dans son atlas des images de la mémoire, Bilder Atlas Mnemosyne, dans les années 1920, à savoir retrouver une survivance, Nachleben, de gestes depuis l'Antiquité jusque dans l'art de la Renaissance. Alors ici, Aby Warburg essayait de retrouver une continuité dans ce geste de la main levée vers la tête que vous avez dans le geste des niobides, etc. Bon, voilà. Et donc, c'était chaque fois, ce geste correspond à une émotion. Donc, c'est ce qu'il appelait une pathos formel, une formule émotionnelle. Ce sont des mots primitifs du langage gestuel, du langage corporel. Alors, moi, je vous propose une autre pathos formel dans la lignée de Aby Warburg. C'est le pathos formel du pied gauche posé sur un rocher et du bras gauche accoudé sur la jambe gauche, l'index tendu. C'est la figure de l'herméneute, c'est l'attitude de l'herméneute. Et il n'est pas anodin que tout cela se passe autour d'un tombeau. Le texte, ici, et souvent, le texte est l'œuvre d'un mort. Et le texte lui-même est mort. Il est là comme une énigme, s'imposant dans le paysage comme un obstacle, là, devant nous. Il est frontalement devant nous, avec la vie tout autour. Mais le texte lui-même est mort, c'est un bloc inerte. Mais une source jaillit de ce tombeau, une fissure dans notre réalité. Et en conclusion, ce à quoi ce tableau de Poussin nous exhorte, les bergers d'Arcadie, justement, c'est son titre, c'est à devenir les bergers des textes. Les bergers des textes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir déchiffrer correctement, humblement, le texte, et puis c'est ce que fait le premier berger, puis dans un second temps, extraire la signification avec l'aide de la mémoire, et enfin, dans un dernier temps, faire prospérer et faire fructifier le sens. Nous devons devenir les bergers
du sens, pour faire prospérer le sens, en quelque sorte. C'est un peu cela notre mission, celle que je voudrais nous voir accorder. Et j'aime, dans cette image du berger du sens, tout ce qu'on a dans l'idée de berger, c'est-à-dire l'idée de soin, de bienveillance, et aussi celle de multiplicité. Je m'explique. Le bon pasteur, le bon berger, c'est celui qui prend soin de ses bêtes, celui qui les regarde avec tendresse. Et de même, l'interprète ne peut pas extraire le sens d'un texte s'il refuse de le considérer d'abord avec humilité, avec bienveillance, pour entrer dans ses intentions. Mais le berger garde un troupeau. Il ne garde pas qu'une seule bête, il garde plusieurs bêtes, c'est-à-dire une multitude de bêtes. Et c'est bien aussi un troupeau de sens qu'il nous faut garder. Il faut accepter le principe qu'une œuvre, qu'un texte ait plusieurs sens, que le texte ne soit pas réductible à un seul sens où ce texte s'épuiserait, où ce texte s'annulerait. Mais pour autant, tous les sens ne sont pas acceptables. Le berger est aussi un gardien, c'est aussi son métier. Sans doute, il fait prospérer les sens. Mais si une bête s'égare et s'enfuit loin du troupeau, on a affaire alors à un sens extravagant, à une bête qui extravague, comme les sens que nous avions vus lors du deuxième cours, quand il était question du Graal ou de l'Atlantide. Et alors, il convient de ramener doucement la bête perdue au bercail. Eh bien, devenir les bergers des sens, c'est à cette mission-là, à la suite de Poussin, que je voudrais moi aussi vous convoquer dans ce cours sur la lecture. Et c'est pourquoi, vous l'avez compris, il m'a paru important de placer ce cours sous le signe un peu envahissant, je dois l'avouer, des bergers d'Arcadie, en appliquant directement à ce tableau les règles de lecture qu'il représente, ce tableau, de manière allégorique, à savoir l'humilité, la bienveillance, la rigueur et la liberté. Et surtout, en gardant une place pour l'indécidable et pour la polysémie irréductible. Merci.